au cours de la 3e année de guerre que le peuple de l'Amérique du Nord dans le domaine du rationnement. Il s'agit des restrictions sur la vente de l'essence. En quelques semaines, des hommes de bonne volonté ont réussi à organiser leur vie de façon à supprimer les voyages inutiles. Le consommateur canadien n'est certes pas habitué aux restrictions, mais il s'est empressé de collaborer avec son gouvernement. C'est surtout quand la vente de l'essence cesse à 7 heures que les citoyens de l'hémisphère occidental se comptent qu'ils participent à une guerre très importante, celle du pétrole. De tous les produits de la terre, l'huile brute est la plus précieuse et les champs pétrolifères sont les plus importants centres stratégiques du monde. C'est au Texas, au Mexique et au Venezuela que l'on peut voir les gisements d'huile les plus considérables du monde entier. Et pendant que cette richesse liquide, destinée à la marine des États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la Chine, s'accumule dans les réservoirs, les croiseurs américains montent la garde dans le Pacifique et des bombardiers patrouillent les approches du golfe du Mexique. Au cœur même du monde antique se trouvent les plus grands champs pétrolifères de l'Eurasie. Dans le Caucase, les troupes soviétiques, devant les assauts répétés des nazis, protègent les puits du Bakou et les raffineries de Batoum. Car pour résister à la sauvage agression des hordes barbares, l'armée rouge compte sur ces puits de pétrole. Au sud, à travers les déserts de l'Irak et de la Syrie, passe l'oléaduc qui relie Haïfa et Tripoli. Comme ils servent à alimenter la flotte de la Méditerranée, ces réservoirs sur les côtes de la Palestine sont constamment soumis à des attaques aériennes. En Iran se trouvent les champs pétrolifères si essentiels aux forces alliées situées dans le Moyen-Orient. Le nouveau souverain de l'Iran, le petit Shapour Mahamid, voit aujourd'hui les routes montagneuses de son pays occupées par les patrouilles anglaises et russes, pendant que les villes de Téhéran et de Tabriz, les touristes et les saboteurs allemands repassent la frontière. À l'est, il y a moins d'un siècle, alors que les chevaux et la vapeur représentaient les seuls moyens de locomotion, on découvrit une substance liquide foncée, chimiquement neutre, insoluble dans l'eau, une substance excessivement inflammable, l'huile brute. Au bout de quelques années, au milieu des ruines même des empires qui avaient autrefois dominé le monde, les crépitements des foreuses annonçaient au monde le commencement d'une nouvelle ère, qui, depuis, influence la stratégie de toute puissance militaire ou navale. C'est la marine britannique qui fut la première à se rendre compte des immenses possibilités du pétrole. Depuis le XVIIIe siècle, la puissance de la marine britannique reposait sur le rayon d'action de ses vaisseaux. Par son volume même, le charbon, pendant la période où il fut employé, empêchait les longues patrouilles et limitait forcément le rayon d'action de la flotte. C'est pour obvier cet inconvénient que la Grande-Bretagne a construit ses grandes bases navales tout autour du monde afin de permettre le ravitaillement de ses vaisseaux de guerre. Mais précisément, durant les mois qui précédèrent la Première Grande Guerre, les chantiers maritimes, travaillant à plein rendement, reçurent l'ordre de construire des vaisseaux qui brûleraient du pétrole au lieu de charbon. Cet ordre célèbre était signé du premier lord de l'amirauté, Winston Churchill.
Occupant un espace moindre et dégageant une chaleur plus intense, le pétrole offrait de très grands avantages. À compter de ce jour, un navire pouvait quitter sa base britannique et se rendre de Portsmouth à Colombo, un itinéraire de 9000 milles, sans avoir à se ravitailler. Ainsi, du jour au lendemain, la marine royale acquit une plus grande mobilité. Elle est donc la première à frapper, et à frapper avec une puissance prodigieuse. La plus remarquable démonstration de cette puissance d'agression eut lieu le jour où un avion signala la présence du Bismarck. Un message télégraphique alerta les destroyers, et ces derniers, remplis de pétrole à capacité, partirent à la chasse sur l'océan. Les cuirassés, munis d'une provision d'essence pour plusieurs jours, commencèrent à fouiller l'océan. Les porte-avions transportèrent des escadrilles complètes de bombardiers, capables de couvrir des milliers de milles en quelques heures. Avant le premier coup de canon, le sort du Bismarck était décidé. L'essence aurait permis aux chasseurs de poursuivre leurs recherches pendant des semaines si la chose eût été nécessaire. Les canons britanniques devaient se trouver en face de leur cible. Cherchant de nouvelles méthodes de conquête, basées sur la stratégie de l'attaque éclair sur terre, les généraux nazis ont trouvé dans le pétrole l'arme la plus formidable de tous les temps, l'arme qui permet l'attaque conjuguée des bombardiers et des tanks. Mais chaque fois que les divisions Panzer violaient de nouvelles frontières, le problème de la gasoline devenait de plus en plus épineux pour le haut commandement nazi. N'ayant que fort peu de pétrole et voyant ses sources de ravitaillement coupées, l'Allemagne était forcée de construire 25 gigantesques usines pour la fabrication de l'essence synthétique. Non seulement cette essence coûte 3 fois plus cher que l'autre, mais la fabrication est lente et compliquée. Rien d'étonnant donc que le mot d'ordre derrière les divisions Panzer, économie rigoureuse. Il est défendu de conduire un véhicule à toute vitesse, et c'est la cour martiale qui juge les cas d'accident. Grâce à de telles méthodes d'économie, l'Allemagne a réussi à conquérir l'Europe occidentale avec moins que ce que l'Amérique peut produire en 3 jours 8, à épuiser les réserves d'huile de l'Europe. Aujourd'hui, l'ordre nouveau dans les pays conquis est un véhicule à traction animale, ce qui permet à la machine de guerre de fonctionner. Même en temps de paix, les réserves d'huile de l'Europe sont insuffisantes. Celui qui veut dominer le continent a dû jeter un regard de convoitise sur les riches puits de la Russie soviétique.
Pendant que la guerre pour la possession du pétrole fait rage sur tout le front russe, un cauchemar se dresse devant les Allemands qui ont voulu étendre le champ de leur odieuse exploitation du peuple. Ce cauchemar, c'est que, en Russie, la machine de guerre allemande a englouti plus d'essence que durant toutes les autres campagnes précédentes. À tout prix, ils doivent posséder les puits soviétiques de Bakou. Pendant ce temps, la RAF pilonne les usines d'essence synthétique, usines dont dépend la puissance agressive des nazis. Chaque équipe de bombardiers reçoit l'ordre d'attaquer les usines et les réservoirs d'essence et d'y aller carrément. Chaque nuit, dans la lueur effroyable du pétrole incendié, les oppresseurs nazis voient surgir un tableau lugubre. Les divisions Panzer et la Luftwaffe, immobilisées et impuissantes par manque d'essence. Mais de l'autre côté de la Manche, à la tombée du crépuscule, les Anglais pointent leurs canons vers le ciel, afin de protéger les réserves d'huile qui alimenteront la grande offensive de demain. Chaque voyage à Berlin d'un nouveau bombardier à long rayon d'action coûte 3800 gallons d'essence de première qualité. Chaque division blindée qui s'ajoute à l'armée motorisée dépense plus de 50 000 gallons de gasoline par jour de combat. Chaque voyage d'un vaisseau de guerre consomme 750 000 gallons d'huile, c'est-à-dire une quantité suffisante pour chauffer une maison ordinaire pendant 3 siècles et demi. Et chaque goutte de cette huile doit être importée d'outre-mer. Dans les ports de l'Amérique du Nord, on rencontre de nombreux survivants des pétroliers coulés dans l'Atlantique, ce qui prouve la détermination qu'avait l'Allemagne de couper surtout le ravitaillement en essence de la Grande-Bretagne. Aux sous-marins et aux raiders, l'amirauté allemande avait émis les instructions suivantes. Dans tout convoi, vos premiers objectifs doivent être les pétroliers. La crise devenant aiguë, l'Amérique du Nord, par l'intermédiaire du contrôleur de l'essence Harold Eckes, prend les mesures nécessaires. The oil industry and government officials are agreed that we must act at once. The Battle of the Atlantic is being fought with oil and will be won by oil. It has finally reached into American garages and gasoline tanks. Pour la première fois dans l'histoire, le pays le plus riche du monde en pétrole adopte des mesures rigoureuses pour éviter tout gaspillage. Pour alimenter la Grande-Bretagne, le peuple des États-Unis a cédé 80 de ses vaisseaux-citernes, sacrifiant ainsi temporairement l'efficacité du système de distribution de l'essence sur le continent nord-américain. Quant au Canada, il utilise chaque wagon-citerne disponible afin de décongestionner le transport maritime. Dans les forêts du Maine et du Québec passe le nouvel oléoduc qui permettra d'affecter aux œuvres de guerre les vaisseaux-citernes qui font actuellement le service entre Portland et Montréal. Dans ce plan d'économie du transport maritime, Turner Valley, champ pétrolifère canadien au pied des montagnes rocheuses, joue un rôle d'importance vitale. Exploité selon les méthodes les plus modernes, le gisement de Turner Valley produit une quantité de pétrole équivalente au 6e des besoins de tout le Canada. Les camions réservoirs partent chaque jour des raffineries de Calgary
pour distribuer la gasoline aux fermes de l'Ouest, aux bases d'aviation des prairies, aux industries de guerre de Winnipeg à Edmonton. S'attendant à une demande toujours croissante de pétrole canadien pour les besoins de guerre du Dominion, le gouvernement albertain étudie un projet de développement de Turner Valley. Les techniciens s'enfoncent dans la forêt pour tâcher de découvrir de nouveaux gisements. Et à leur suite s'engagent les ouvriers qui mettront ces nouveaux puits en opération. Ainsi, aujourd'hui, en augmentant le nombre de ces puits, le Canada témoigne de sa volonté de jouer un rôle dans la production si essentielle du pétrole. Et à la vue des navires citernes qui quittent leur port, les Canadiens apprécient le succès remporté par le programme d'économie de l'essence. Car un combat farouche se poursuit afin de pouvoir livrer l'essence en Angleterre. Chaque nouveau vaisseau citerne que l'on réussit à mettre en service sur l'Atlantique dans la guerre du pétrole.